Bonjour, bienvenue à tous. Désolée pour ce petit décalage au niveau du timing, mais comme vous avez pu le voir, ce matin, le contenu était dense, donc on a pris un peu de retard sur la salle de sang et on a une retransmission des échanges sur la salle de sang. Donc merci à tous d'être aussi nombreux ce matin pour cette deuxième édition de Social Change, le grand événement sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, co-organisé par l'agence API et Nantes Métropole. Une deuxième édition avec encore plus de contenu, puisqu'il y a encore plusieurs rendez-vous qui sont prévus cet après-midi. Vous avez des tutoriels, des cas d'école, des conférences. Donc j'espère que vous pourrez rester avec nous. J'espère que vous avez déjà appris beaucoup de choses ce matin. Mais voilà, la journée n'est pas terminée. En attendant, pour clore cette matinée et avant d'accueillir Johanna Roland, présidente de Nantes Métropole, je vous propose d'accueillir tout de suite Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. On peut l'applaudir. Et vous êtes ici un petit peu sur vos terres, Laurent Berger, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Social Change. Je le disais, vous êtes un peu sur vos terres puisque vous êtes natif de Guérande. Et c'est en Loire-Atlantique qu'est né votre engagement syndical. Tout d'abord au sein d'une association d'insertion dont la mission était d'aider des adultes en chômage de longue durée et allocataires du RMI à retrouver un emploi. Et c'est là où, élu délégué du personnel, vous avez créé une première section syndicale CFDT. Le début d'un parcours qui vous a ensuite conduit à devenir, en 1996, permanent de l'union locale CFDT à Saint-Nazaire. Pardon. Puis secrétaire général de l'union régionale CFDT des Pays de la Loire en 2003. Puis élu à la commission exécutive confédérale en 2009, avant de devenir secrétaire général adjoint de la CFDT en 2012, puis secrétaire général. Voilà pour les présentations. On va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Juste une petite précision avant. Durant l'intervention de Laurent Berger, vous allez en effet pouvoir participer, vous exprimer en lui posant des questions sur votre smartphone. Voilà, c'est simple, il n'y a pas d'application à télécharger, c'est anonyme. Vous avez juste à vous connecter sur le site evals.fr depuis votre navigateur. Vous entrez le code SC19. En majuscule, en minuscule, c'est comme vous voulez, ça marche de toute façon. Et donc, vous pourrez, durant tous les échanges, poser des questions qu'on retrouvera à la fin de mon échange avec Laurent Berger. Et on essaiera d'en prendre le maximum. J'imagine qu'elles seront nombreuses. Alors, n'hésitez pas. Laurent Berger, on est donc là aujourd'hui dans le cadre de Social Change pour parler de votre pacte du pouvoir de vivre. Alors, un pacte que vous avez porté avec Nicolas Hulot et que vous avez présenté en mars dernier. Alors peut-être, avant de le détailler, avant de voir ce qu'on y trouve, deux mots sur la genèse. Comment est né ce pacte? Quel a été l'élément déclencheur? D'abord, ce n'est pas un pacte de Laurent Berger et Nicolas Hulot, c'est 19 organisations qui, ensemble, parce qu'elles étaient du monde, soit des ONG engagées sur les questions environnementales, des associations de lutte contre la pauvreté, des organisations syndicales, du monde de la mutualité, ont décidé ensemble, dans un moment quand même, je vous rappelle l'hiver dernier, où une hystérisation en fait du débat collectif, la vision donnée qui aurait incapacité à faire se conjuguer la nécessité de la transition écologique avec celle de la justice sociale. On s'est dit en fait on traverse un moment où il faut faire appel à du sens, redonner un peu du sens à ce que pourrait être un modèle de développement qui articulerait la performance économique, c'est pas un gros mot, la justice sociale, la réduction des inégalités et en même temps cette capacité à s'inscrire dans les profondes mutations qui sont les nôtres aujourd'hui. Évidemment la transition écologique qui est absolument nécessaire, mais aussi la révolution technologique que l'on vit
et qui bouleversent nos façons de travailler, de se déplacer, de vivre, de communiquer. Et donc on s'est dit il faut remettre du sens, il faut redire qu'il y a une voie possible qui est autre que celle de l'affrontement ou des choix mortifères entre la justice sociale et la performance économique, entre l'écologie et l'économie, et entre finalement l'écologie et même la justice sociale. Et pour ça, il faut assumer sa part de responsabilité. Il faut se dire où sont les responsabilités pour agir sur un certain nombre de terrains qui conjuguent finalement cette capacité à faire vivre ces trois dimensions de ce que devrait être un modèle de développement et un modèle de société vertueux. Et puis on s'est dit il faut s'engager. Il faut s'engager au moment où on donne le sentiment que être contre, c'est assez porteur. Nous, on s'est dit, oui, bien sûr, on est tous engagés dans des choix qui font dire non à un certain nombre d'évolutions. Mais on a voulu dire, voilà, il y a une voie possible et pour ça, on fait des propositions en commun, on porte ces propositions en commun. Et ces propositions, ce n'est pas une forme de coup de com' national, c'est la volonté d'inscrire au plus près des réalités, qu'elles soient territoriales ou dans les entreprises, une façon de penser, de s'engager, de dialoguer, de proposer qui répondent à ce qu'on porte comme vision du modèle de société. Alors on va y venir, on va détailler un petit peu, mais effectivement, ce pacte du pouvoir de vivre, ce n'est pas que 2 hommes, c'est 19 organisations derrière. 51 aujourd'hui. Ah ouais, là j'allais dire, voilà, est-ce que ça avait vocation à grandir? Donc aujourd'hui, c'est déjà 51 organisations. 51 organisations qui représentent, je ne sais pas combien. On trouve qui, par exemple? On trouve les fondateurs déjà, la Fondation Abbé Pierre, ATD Quart Monde, la Mutualité, France Terre d'Asile, France Nature Environnement, la Fondation Nicolas Hulot. C'est horrible ce que je suis en train de faire parce que si j'en oublie, je suis coincé. On trouve des organisations syndicales, la CFDT, la CFTC, l'UNSA. On trouve une organisation de jeunesse étudiante qui est la FAGE. On vous en voudrait pas 51, c'est difficile à retenir. Non, mais les 51, c'est impossible. Déjà, les 19, il faut que je cherche. Donc, on trouve le mouvement associatif, c'est très important. On trouve aussi des réseaux d'éducation populaire, on trouve les Francas, tous ceux qui, finalement, participent à créer du commun à partir de la confrontation des idées, essayer de trouver, qui participent à construire des solutions. On trouve Raison Action Climat, le Secours catholique, etc., etc. Donc aujourd'hui 51, peut-être une centaine demain. Vous avez vocation à accueillir. Oui, l'idée c'est à la fois qu'il y ait plus de signataires de ce pacte en termes d'organisation, mais surtout notre vocation aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ça s'inscrive dans des projets très concrets localement. Et donc, ce qu'on a engagé aujourd'hui, c'est notamment les responsables de ces organisations, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'à un moment donné, les responsables de ces organisations ensemble. Dans un soir, on avait organisé une réunion entre nous, j'avais proposé qu'on se retrouve, on s'était dit, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Est-ce qu'on continue de regarder les choses et un peu chacun dans son couloir en faisant notre boulot correctement, en tout cas en tentant de le faire, ou est-ce qu'on agit en commun? Et là, maintenant, on a décidé ensemble de faire le tour de France. Donc, on a engagé le tour de France du pacte du pouvoir de vivre pour aller dans tout un tas d'endroits et dire, dans votre entreprise, et c'est déjà en cours, dans votre territoire, dans votre réalité, qu'est-ce que dans ces 66 propositions, sur quoi vous pouvez vous engager pour essayer de les mettre en œuvre. Donc ça a une vocation à la fois d'interpellation de la puissance publique, des responsables politiques, pour leur dire donc c'est ça l'idée, guider un peu les politiques publiques? C'est guider les politiques publiques, revendiquer sur les politiques publiques. Donc c'est pour ça qu'on est beaucoup intervenu sur la construction, par exemple, du projet de loi de finances, avec beaucoup de déceptions, c'est vrai, mais c'est aussi se dire il faut s'engager. En fait, les crises que nous traversons, les mutations que nous sommes en train de vivre, elles illustrent aussi une forme de crise de responsabilité, d'une certaine manière, c'est-à-dire des acteurs qui de plus en plus se contentent d'être des commentateurs. Et souvent, sur la question écologique, par exemple, mais c'est vrai sur la question sociale également, on a un peu la tentation, c'est assez français comme réflexe, de considérer qu'il faudrait s'en référer simplement à ceux qui dirigent. Ou alors, sur la question écologique, parfois on a considéré que c'était les gestes du quotidien de chacun qui pouvaient changer les choses. Eh bien, sur aucune de ces questions-là, ça se passe comme ça. Soit la solution serait totalement que macro et globale,
Mais ce n'est pas possible non plus que ce soit que simplement des situations, des réponses locales qui soient apportées. Il faut à la fois des grandes politiques structurelles. Sur la question de la transition écologique, on ne passera pas sans investir massivement dans la transition écologique en accompagnant et les entreprises et les territoires et les citoyens à cette transition écologique, en investissant dans des infrastructures, dans la réduction d'émissions de CO2, notamment liées à l'habitat, etc. Mais ça ne passera pas non plus s'il n'y a pas, au plus près des réalités, une volonté de s'engager. C'est le titre de l'initiative aujourd'hui. Et je crois que la notion de l'engagement collectif autour de projets, c'est aussi ça qu'on veut pousser et pas simplement être une force de témoignage. On ne veut pas être dans le yaka faucon, dans l'espèce d'injonction non plus. L'idée, c'est de dire engagez-vous, vous pouvez être acteur, chacun à votre niveau. Et puis de dire à ceux qui dirigent aujourd'hui ce pays, et pas simplement d'ailleurs que d'un niveau national, il y a des leviers sur lesquels il faut agir pour permettre d'accélérer ce changement qui permettrait d'avoir un modèle de développement qui, encore une fois, conjugue une économie au service de l'humain, de la justice sociale, c'est-à-dire de la réduction des inégalités, donc de la redistribution aussi. Ça veut dire ça, la solidarité, et également, évidemment, une inscription franche et claire dans la transition écologique, parce que sur ce dernier point, il est évident qu'on n'a plus de temps à perdre. Et donc, ce pacte du pouvoir de vivre, c'est 4 axes majeurs. Alors, est-ce qu'on peut les balayer 4 là et puis après, il y a 66 propositions qui sont classées dans ces 4 axes. D'abord, le premier axe, c'est, et on l'a vu avec ce qu'on a traversé, et on le voit tous les jours dans un certain nombre de situations concrètes vécues par des citoyens, c'est donner à chacun le pouvoir de vivre dans un cadre commun en organisant la société sur des bases beaucoup plus solidaires. C'est-à-dire que le choix, c'est vrai, et ça fait partie d'une des propositions, c'est de considérer que dans une société où on tolère que les 10% les plus pauvres continuent d'être un petit peu plus pauvres et à décrocher davantage, on a un problème. Donc, on a essayé de faire des propositions autour de ça veut dire quoi aujourd'hui, ce pouvoir de vivre. On parle beaucoup du pouvoir d'achat, c'est extrêmement important, de vivre correctement de son travail, de pouvoir bénéficier de la redistribution de la richesse qu'on crée, par exemple, dans une entreprise. Mais on ne parlait pas, et on voit bien que ça a émergé énormément, on parle en tout cas insuffisamment de la question de la mobilité, de la question des transports, du logement, mais aussi de la question de la reconnaissance, de la capacité à pouvoir agir avec d'autres, s'exprimer, voilà, de la solidarité intergénérationnelle. C'est le premier axe, il y a plusieurs propositions évidemment. La deuxième, c'est la question de la justice sociale au cœur de l'économie. Je suis devant un public de responsables d'entreprise. Tout le monde sait que la performance économique, elle se conjugue bien souvent avec des conditions de travail, de la redistribution qui vont avec. Donc on fait des propositions aussi. Le troisième, c'est la question évidemment de la transition écologique. C'est absolument, et là-dessus, il y a des choix structurels très forts à opérer. Et puis le dernier point, c'est peut-être plus étonnant, c'est que moi je suis persuadé que ces profondes transformations, elles pèsent aussi sur la démocratie, au sens où ce qu'on est en train de traverser, c'est aussi une forme de crise démocratique, où sans doute l'ensemble des institutions, organisations syndicales compris, mais l'ensemble des institutions ont sans doute trop, pas méprisé, c'est pas le sens, mais en tout cas, on passe assez entendu que l'aspiration, c'est que l'aspiration des citoyens dans une société, mais l'aspiration des travailleurs dans une entreprise, l'aspiration des habitants sur un territoire, elle est qu'ils puissent participer aux choix qui les concernent. Elle est de pouvoir dire leurs mots et d'avoir de la prise sur leur vie. Et donc, il faut réinventer une forme démocratique. Et donc, on a appelé ça un peu il faut apprendre à partager le pouvoir. Et donc, on fait aussi un certain nombre de propositions dans ce sens-là. Donc 4 axes, 66 propositions. On ne va pas là non plus toutes les lister. Elles concernent qui? Les citoyens, les entrepreneurs? Vous interpellez l'État? Oui, il concerne tout le monde. On n'a pas voulu. Bien sûr, il y a l'État. L'État est évidemment interpellé. Parce que, je l'ai dit, on a par des choix qui peuvent être faits, qui soient des choix fiscaux, des choix budgétaires, la possibilité ou des choix de politique, de politique à mener, on a la possibilité d'orienter ou non vers ce modèle qu'on essaye de dessiner.
Mais c'est aussi l'interpellation des citoyens, c'est l'interpellation des entreprises, c'est l'interpellation des associations, des organisations syndicales, etc. En fait, c'est la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce qu'on a à agir, c'est comment, là où on est, on peut agir. Et évidemment, il y a plusieurs possibilités de le faire. Soit considérer que de là où on est, on sait à peu près tout ce qu'il faut pour les gens dont on a la responsabilité d'une certaine manière, ou l'entreprise, ou alors on peut considérer qu'on peut être plutôt une force d'entraînement, de proposition pour faire avec. Et donc, je crois que dans ces propositions, tout le monde est concerné, et on est en train de le voir dans beaucoup de territoires. Des représentants de nos organisations eh bien, agissent sur la question de la mobilité, sur la question des migrations, sur la question de la consommation, sur la question aussi de l'emploi. Et puis, on a aussi des entreprises qui ont commencé par le dialogue social à se saisir de ces propositions en disant ça veut dire quoi à l'échelle de l'entreprise? Alors, sur les 66 propositions, il n'y a pas 66 propositions qui sont applicables dans une entreprise. Non, mais là, ici ou là, on a un parterre d'entrepreneurs, de salariés. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire aujourd'hui? On a fait un tour tout à l'heure des stands. Clairement, on voit bien que les changements qui sont à opérer, en tout cas dans l'entreprise, moi, le message que je veux dire, elles ne se feront pas sans les travailleurs. Il n'y a pas, et c'est pareil dans une ville, Johanna le sait, il n'y a pas de transformation sans mettre en mouvement aussi, et y compris en dialogue avec les citoyens. Et bien dans une entreprise, je crois que lorsqu'on veut s'engager dans une démarche de responsabilité sociale, que ça tienne à la question sociale ou dans une responsabilité environnementale ou dans une responsabilité sociétale, il faut faire avec. Et je crois que le dialogue social, la discussion avec les salariés, avec leurs représentants, elle est indispensable. Et donc, par exemple, on sait bien que la transition écologique, elle va impacter un certain nombre d'activités. Ce n'est pas très évident d'expliquer dans un certain nombre d'entreprises que le process de production, il est plus totalement vertueux au regard de ce qu'est le risque climatique aujourd'hui. Eh bien, si on n'est pas dans une logique d'accompagnement, d'anticipation de l'impact que pourrait avoir telle ou telle décision économique qui serait prise, on n'a aucune chance que ce soit vécu positivement. Et donc, il faut mettre sur la table les questions qui fâchent, les questions qui sont compliquées, pour essayer de les résoudre par le dialogue social. On fait ces propositions, il y en a une parmi celles-là qui commence à être mise en œuvre dans un certain nombre d'endroits. La CFDT a porté pendant longtemps, et continue de porter, le contrat de transition écologique. C'est-à-dire dans une entreprise, mais encore plus dans un territoire, telle ou telle activité sont amenées à évoluer, avec forcément des impacts parfois sur l'emploi. Eh bien, soit on le fait de façon brutale, et ça, je crois qu'on est au bout de cette logique-là, de décisions appliquées à quelques-uns et que la majorité doit subir, soit on le fait en anticipant, en discutant, en regardant ce que sont les problèmes. On n'est pas dans un monde de bisounours, et puis de regarder comment, en termes de reclassement, de repositionnement, de l'activité, on peut évoluer. On connaît ça très bien dans un site qui n'est pas très loin, qui s'appelle la centrale de Cordemais. La CFDT, l'équipe CFDT, elle porte un projet alternatif de développement de l'activité, parce que tout le monde sait que les centrales à charbon, et ce n'est pas un truc facile à dire aux salariés en question, mais que les centrales à charbon, c'est plutôt quelque chose du passé, et qu'il faut essayer de s'inscrire dans un autre process de production d'énergie. Eh bien, c'est soit on le dit, tant pis, vous êtes du passé, c'était avant ça, et c'est pas possible, socialement pas possible. Soit on repositionne l'activité industrielle, et en même temps, on accompagne les salariés dans leur évolution professionnelle. Donc, ce que vous dites aux entrepreneurs, c'est regardez les choses, regardez devant, soyez transparents, et s'il y a des changements compliqués qui doivent intervenir, soyez dans le dialogue. Oui, mais même dans les situations positives. Mais moi, en fait, ce que je dis, pas qu'aux entrepreneurs, mais ce que je dis dans l'entreprise, c'est sûr, mais ce que je dis dans la société, c'est dialoguons. On est dans une période où on est en phase d'hystérisation, où la question de la confiance dans les différentes institutions est en recul, mais où la question de la confiance même à l'égard de ses interlocuteurs est en recul. Si on veut redonner de la perspective, de remettre les sujets sur la table, essayer de les traiter dans des temps qui sont beaucoup plus contraints que ce qui a été vécu par nos prédécesseurs,
dans les transformations économiques ou environnementales qui ont été les leurs dans les décennies précédentes. Aujourd'hui, ça va vite. Ça va beaucoup plus vite, voilà. Et ça va vite. Et il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que personne ne sait exactement où tout cela va. Celui qui est capable ou celle qui est capable de définir ce que sera l'économie dans 25 ans, la question environnementale dans 25 ans, l'état des inégalités mondiales ou plus locales dans 25 ans, chapeau. Mais je ne crois pas qu'il ou elle existe. Donc ça veut dire qu'on est à la fois dans une accélération et dans une incertitude de comment tout ça va évoluer. Il n'y a pas d'autre voie que de se mettre en situation d'anticiper. Je sors d'un centre AFPA, par exemple, d'anticiper par la formation, d'anticiper sur la question, par exemple, des mutations de l'emploi, mais dans la situation aussi de dialoguer. Et dialoguer, ce n'est pas que certains qui savent et qui expliquent à d'autres qui ne savent pas, c'est d'écouter ce que sont les craintes et les aspirations des citoyens. Et dans une entreprise, ce que sont les craintes et les aspirations des travailleurs. Et alors après, il faut qu'on se mette d'accord sur le schéma de départ. C'est pour ça que ce pacte existe. Est-ce que ce schéma de départ, c'est un modèle de développement équilibré, durable, on aurait dit il y a quelques années, ou est-ce que c'est un modèle inégalitaire? Si c'est un modèle inégalitaire, évidemment, on n'est pas d'accord sur le constat, ça pose problème. Mais si l'enjeu, et évidemment, si vous êtes là, c'est un peu pour cette raison, si l'enjeu, c'est de s'interroger sur ce qu'est la responsabilité des uns et des autres, et notamment de l'entreprise, dans ces changements à opérer, il n'y a pas d'autre voie que le dialogue. Il n'y a pas d'autre voie que le dialogue. Il n'y a pas d'un côté les sachants, et de l'autre les exécutants. Ce n'est pas vrai, nos sociétés ne fonctionnent plus comme ça, et fort heureusement. Et donc, du coup, eh bien, il faut se faire confronter des intérêts qui, parfois, peuvent être évidemment un peu contradictoires, mais qui, parce qu'on aura un dialogue sincère, réel, feront émerger des compromis. Je ne vois pas d'autre voie, sauf à celle d'un affrontement, qui peut aussi être une autre voie, ce n'est pas la mienne, mais qui amènera sans doute beaucoup de dégâts. Vous voulez être plutôt dans le consensus, dans le dialogue? Moi, j'aime pas le mot consensus, je vais être franc, je préfère le mot compromis. Parce que le consensus, c'est que lorsqu'on fait le minimum ensemble. Le compromis, c'est lorsqu'on a accepté qu'on avait parfois des intérêts contradictoires. Je prends l'exemple de l'entreprise. Dans l'entreprise, évidemment qu'il y a un intérêt partagé, que l'entreprise aille bien, produise de la richesse, etc. Mais il y a aussi parfois des intérêts contradictoires. C'est comment cette richesse est redistribuée. C'est comment doit s'exercer la production de biens ou de services, dans quelles conditions, etc. Eh bien, c'est la reconnaissance de ces intérêts divergents, de ce conflit d'intérêts parfois, il est fondamental pour construire du dialogue. Et dans une société, c'est pareil. On est dans une phase où on a l'impression, quand on porte une idée, l'ambition, ce serait d'imposer que tout le monde pense comme soi. Ça ne marchera pas et c'est mortifère dans le climat de la société. Ce qu'il faut, c'est reconnaître que d'autres peuvent avoir d'autres avis, mais d'être en capacité de les mettre franchement sur la table pour faire émerger le compromis. Le compromis, c'est lorsqu'on avait des intérêts qui n'étaient pas toujours qu'on réussit à se rapprocher, lorsqu'on avait des idées qui n'étaient pas forcément communes, de se réunir pour porter une ambition et de s'engager à la porter. Même si, évidemment, c'est jamais 100% de ce que chacun avait en tête au moment de démarrer, puisque ce n'était pas les mêmes choses. Et ça, c'est dur. C'est dur, c'est un rapport de force parfois, c'est difficile, la négociation collective, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie, et ça nécessite de la confiance. Et on voit bien aujourd'hui que les entreprises qui sont performantes, c'est les entreprises où la qualité du travail, où les relations sociales sont plus performantes que là où c'est travail et tais-toi. Et alors, certains de vos détracteurs par rapport à ce pacte du pouvoir de vivre disent finalement il n'y a pas grand-chose, c'est un catalogue, je cite, de catalogue de phrases creuses, de bonnes intentions. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? D'abord, chacun sait que je ne suis pas tellement un adepte de l'affrontement à travers les micros. Je préfère qu'on s'explique en tant que tel. Ce n'est pas la Bible. D'abord, ce n'est pas un texte sacré. C'est work in progress. On est d'ailleurs en train de faire en sorte, enfin, on n'a presque fini, que sur chacune de ces propositions, on fasse le constat de la situation actuelle et on affine les voies de passage pour y arriver. Vous savez, on l'a construit dans un moment où on se demandait comment tout cela allait finir. Où, en fait... Ça veut dire que vous aviez de l'inquiétude ? Bien sûr, ouais, j'en ai toujours d'ailleurs. Sur une incapacité à poser les vrais enjeux sur la table et à s'inscrire dans un modèle de développement plus soutenable que celui
qu'on suit actuellement. Et donc, dans ces moments-là, il faut à la fois avoir du verbe, être capable de porter des propositions, c'est ce qu'on a essayé de faire, puis les mettre en acte. Et on est en train de le faire aujourd'hui. Donc, ces propositions, elles sont contestables. Il y a aussi des manques. Hein. Il y a des manques sur la question numérique, il y a des manques sur d'autres sujets. C'est pas, voilà, c'est pas un projet clé en main, mais il a le mérite d'exister à un moment donné où on donnait le sentiment qu'il aurait fallu choisir entre la transition écologique et la justice sociale, où on avait le sentiment qu'il fallait surtout trouver des coupables désignés. Donc ce n'était pas l'entreprise, effectivement, on l'a dit l'hiver dernier, mais il faut se méfier parce que quand on recherche en permanence des coupables ou des boucs émissaires, ça finit toujours par tomber sur les uns ou les autres. Et nous, on a essayé de dire, attendez, est-ce qu'on peut se calmer et se dire, voilà, il y a des choses à faire. Mais il faut que pour cela, nos interlocuteurs politiques, gouvernementaux, nous entendent. Et ça a été très très long, ne serait-ce que pour être reçu et pour pouvoir commencer à discuter. Ça commence à être le cas, mais il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. Face aux mutations qui sont en cours, il faudra que ce soit radical en termes de changement sur un certain nombre de points, et notamment sur la question écologique. Il faudra qu'on soit capable d'aller vite, parce qu'autrement, on agira trop tard. Donc vous avez voulu vous placer dans une démarche constructive. Ça fait 6 mois que vous avez présenté ce pacte. On en est où aujourd'hui? Comment vous le déclinez? Comment ça se diffuse dans les territoires? Parce que c'est ça l'idée aussi. Il ne faut pas que ça reste un beau document qui ne trouve pas d'application ou qui ne fait pas bouger les lignes. Non, ça commence. D'un niveau national, on a du mal à se faire entendre, je le disais. On a essayé d'infléchir le projet de loi de finances, notamment à travers certaines des propositions contenues dans ce pacte. On n'a pas forcément réussi, donc on continue. On va aussi, nos équipes d'ailleurs vont interpeller les candidats au municipal à travers ce pacte en disant ça donnerait quoi dans une application dans une ville ou dans une métropole. Et puis surtout, et c'est le plus important, alors ça se fait à bas bruit, mais dans des entreprises, il y a du dialogue qui s'est opéré. Moi, j'étais dans quelques entreprises récemment où la direction et les organisations syndicales, la CFDT, mais pas que, ont commencé à discuter. Alors moi, je ne demande pas que ce soit la base de toute discussion, mais à discuter sur l'évolution du travail. Alors, il n'a pas fallu attendre le pacte, ça fait longtemps qu'on le fait, mais à regarder dans ces propositions sur quoi on pouvait agir un peu plus concrètement. Par exemple, sur la restauration d'entreprise. Là où ça existe, évidemment, dans les entreprises de taille moyenne et plus grande, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire évoluer sur la question aussi du dialogue, du dialogue social, et puis dans les territoires. Du partage de la valeur. Du partage de la valeur, bien sûr. Et c'est absolument indispensable. Et d'ailleurs, je le dis ici parce que, les abus qu'il y a parfois dans le partage dans les rémunérations des dirigeants, ils font de mal d'abord aux entreprises. C'est d'abord les responsables d'entreprises, et notamment de petites et moyennes entreprises, qui trinquent sur l'image qui est renvoyée d'eux, alors que ce n'est pas le cas, parce que quelques-uns ont des rémunérations abusives. Quelques-uns. Et donc, voilà, il faut rediscuter du partage de la valeur, de la façon dont on parle de la répartition de la richesse produite. Et puis, dans les territoires, il y a tout un tas de projets qui sont menés, notamment sur la mobilité. Et ici, en Loire-Atlantique, il y a des choses autour de l'accès au travail, qui, à partir de certains axes, qui est compliqué, avec des salariés qui nous disent on est obligé de partir très, très tôt de chez nous pour être à l'heure au travail. Eh bien, ça veut dire qu'il faut qu'on discute de ça, il faut qu'on essaie de trouver des solutions avec les entreprises, mais aussi avec la puissance publique. Voilà, donc tout un tas d'endroits, je ne pourrais pas les recenser toutes, mais dans beaucoup, beaucoup de territoires, les militants de ces organisations commencent à agir ensemble. Donc on veut à la fois être une forme de lobbying, en tout cas d'impulser un mouvement et d'avoir des grands choix nationaux, mais on veut aussi que localement, on puisse agir à partir de ces propositions. Et il y a 1000 manières de le faire, et au-delà de ces 66 propositions, la question qui est posée, c'est vraiment, est-ce qu'on veut conserver un modèle social qui soit protecteur et plus protecteur que ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs et de citoyens qui passent au travers des mailles du filet. Est-ce qu'on veut s'inscrire délibérément dans une transition écologique avec des actes très très forts qu'il faut poser et qu'il faut assumer, qui ne sont pas faciles à assumer?
en termes de mobilité, mais en termes de production, en termes de consommation parfois. Donc comment agir et puis pas négliger la question économique. Parce que moi, j'ai jamais rencontré un salarié qui souhaitait que son entreprise périclite. On a tous intérêt. Et donc, on a intérêt à ce qu'on fasse vivre ces trois dimensions. Et on se disait tout à l'heure avec André Sobjac que lorsque j'étais responsable de l'Union régionale CFDT ici, on se réunissait avec le CJD, Audencia, un certain nombre de chercheurs, pour travailler sur les questions de discrimination, d'égalité entre les femmes et les hommes, de handicap, et de comment l'entreprise, à travers le dialogue, pouvait agir sur ces questions-là. On était à 7h30, une dizaine ou une quinzaine dans les locaux des uns et des autres pendant des mois et des mois. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans cette salle, et notamment beaucoup de chefs d'entreprise qui sont prêts à s'interroger sur leur responsabilité sociale et environnementale. Donc ça veut dire qu'on est passé un peu des mots aux actes. Et puis, les actes, ils sont multiples. Ils peuvent se décliner sous de multiples formes. Mais encore une fois, ce qui me paraît déterminant, c'est que faisons de cela des choix partagés par le dialogue, par la confrontation des idées, et pas non plus des nouvelles formes de décisions descendantes qui seraient prises en disant il faut qu'on s'inscrive dans un nouveau modèle, très bien, mais du coup je sais comment faire. Pas des incantations. Oui, pas des incantations ni des décisions unilatérales. Je crois que si on veut revivifier la démocratie, et je crains que ce soit extrêmement urgent, il faut que les décisions soient de plus en plus partagées. Vous évoquiez le local, vous êtes aujourd'hui à Nantes, je le disais, un territoire que vous connaissez bien. Il y a une tradition ancienne en matière de RSE. Ça vous étonne qu'ici, il y ait ce terreau qui soit un peu plus favorable? Quel regard? Ouais, je connais bien Nantes, mais je suis de Saint-Nazaire, mais c'est pas grave. Mais, très bien aussi. Mais si je l'avais pas dit, j'avais des problèmes ce soir parce que je vais à Saint-Nazaire ce soir. Non, très clairement, d'abord, rien n'est jamais parfait nulle part. Mais ici, c'est vrai, on est dans des formes de relations qui sont plus apaisées que dans d'autres endroits. Et on est aussi dans des situations économiques qui sont moins dégradées que dans d'autres endroits, qui sont même bien meilleures que dans d'autres endroits. Donc, donner des leçons quand on va mieux à ceux qui sont un peu plus malades, c'est un peu compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tradition ici de discussion, de relations. C'est peut-être pas étonnant qu'on ait été, c'est parmi les premiers territoires où la CFDT a été première organisation syndicale. Mais il y a une tradition ici de confrontation normale des points de vue. Et une capacité à agir ensemble beaucoup plus forte. Quand je disais, il y a 15 ans, je pensais que c'était moins vieux que ça, mais quand, il y a 15 ans, on se réunissait avec le CJD, avec la CFDT, et qu'on faisait des initiatives communes, ce n'était pas vécu à ce moment-là de façon si évidente. Maintenant, je pense qu'on est rentré dans une logique où se confronter des points de vue et regarder comment on peut avancer ensemble et partager un horizon commun, c'est quand même plus facile dans certains territoires. Et c'est vrai qu'ici, pour de multiples raisons, y compris qui tiennent à la puissance publique, je dois le dire, des façons de concevoir les choses, on n'oppose pas l'économie et le social. Et je crois qu'on n'oppose pas l'écologie et le social, ou l'écologie et l'économie. Mais c'est jamais fini, quoi. Il ne faut jamais se satisfaire de ce qu'on a réussi à faire. Il faut toujours se demander où est-ce qu'on peut aller plus loin. Parce qu'encore une fois, il y a quand même urgence. Et puis, si ça pouvait diffuser un peu dans des territoires où la confrontation est des fois beaucoup plus stérile, ce serait bien. Alors, je vous l'avais promis, on va arriver au moment des questions. L'idée, c'est pas que ce soit que moi qui intervienne. J'imagine qu'elles ont été nombreuses, que vous avez envie de réagir par rapport à ce que Laurent Berger a pu vous dire. Donc, normalement, on devrait voir arriver une première question. Alors, elle est longue. Vous la lis. Comment est-il possible de faire évoluer la société dans le sens que vous préconisez quand toutes les fractions de la société pensent à préserver leurs acquis? Comment établir une remise à plat qui touchera forcément le plus grand nombre? Alors, on va essayer de faire des questions courtes parce que je crois qu'il y a pas mal de questions. Des réponses courtes. La question n'était pas courte, mais on va faire des réponses courtes. Des réponses courtes. Vous savez, moi j'avais il y a quelque temps écrit un point de vue dans un grand quotidien régional qu'on connaît tous ici.
en expliquant que demain, la question est comment faire mieux sans forcément faire plus. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de dessiner un horizon intéressant, qui donne envie, y compris en termes de droits sociaux, moi je suis un syndicaliste, eh bien on n'arrivera pas à faire les changements nécessaires. Et la question, il n'est pas de pointer la responsabilité de telle ou telle situation qui serait plus favorable. Parce que souvent, quand elle est plus favorable, c'est qu'il y a eu de l'intérêt de tous à ce qu'elle soit plus favorable. Et il n'y a aucune raison de revenir là-dessus. Et donc, je crois qu'il faut, ce dont on manque, c'est vers où on va. Et si on est capable de se définir un horizon beaucoup plus désirable collectivement, et qui ne sera pas celui de la sueur et des larmes, de l'effort permanent, sans jamais avoir le temps du bien-être, d'une certaine manière, ça ne marchera pas. Et donc, moi, je ne crois pas que les travailleurs, en tout cas, ça peut pouvoir être étonnant, mais les travailleurs, un peu partout, commencent à mettre la CFDT, à faire progresser la CFDT. On est devenu la première organisation. Franchement, on ne l'a jamais fait en ayant la démagogie de « rien ne changera ». Ça peut changer en étant mieux, mais ça décide que pour ça, on soit davantage écouté, on soit davantage dans la reconnaissance, enfin je le dis clairement, on n'est pas suffisamment dans la reconnaissance que les choses sont complexes et que les choses nécessitent du temps et de la délibération. Et donc moi je crois qu'il faut rentrer davantage dans des confrontations positives de points de vue différents pour faire avancer les choses. Et entendre que parfois il y a des inquiétudes qu'il faut lever, sinon les gens ne passeront pas le cap d'envisager, de produire différemment, de se déplacer différemment, etc. Et ce qu'on a réussi parfois dans la vie quotidienne, il faut aussi qu'on arrive à le faire dans l'entreprise et de s'apercevoir que finalement, eh bien, ce sera plus positif si jamais on arrive à améliorer les conditions de travail, si jamais on arrive à ce que la répartition de la richesse créée soit juste. Et donc, il faut arrêter de croire qu'il faut détruire quelque chose pour construire autre chose. Il faut muter, c'est pas pareil. Oui, parce que vous dites il faut dialoguer, il faut. Alors je vais peut-être pas reprendre mes questions parce qu'on en a d'autres. Conseil citoyen, budget participatif, co-construction citoyen. Pourquoi cela freine? Qu'est-ce qui bloque? Quels sont selon vous les leviers à proposer pour permettre d'accélérer? Nous, on s'est battu, on se bat et on commence à mettre en place dans les entreprises pour des espaces d'expression des salariés sur le travail. Et en 2010, au congrès de la CFDT, on avait un affrontement entre nous parce que certains préconisaient, ce qui n'était pas mon cas, que ces espaces d'expression pour les salariés, il fallait que les organisations syndicales soient présentes. Moi, je disais non, il ne faut pas forcément, nécessairement, sauf des salariés lambda adhérents. Tout simplement parce qu'il faut que la parole soit libre et l'espace d'expression soit libre et pas contraint. Que tout le monde se l'approprie. Et moi, je pense que les conseils citoyens, si c'est des conseils citoyens où il y a en permanence des formes de contrôle de la part des uns et des autres, ça ne marche pas. Et donc, je crois qu'il faut se laisser la possibilité de faire confiance aux citoyens ou faire confiance aussi aux salariés dans une entreprise. Et si on prend l'exemple dans ce pacte, on parle de budget citoyen. Moi, je crois beaucoup au droit à l'expérimentation. Je ne crois pas que, contrairement à ce que pensent certains, il faudrait définir la bonne action à mener d'un niveau national et que tout le monde mène la même action d'un niveau local. Ça ne marchera pas. Si on veut se laisser de la créativité et de l'expérimentation, il faut aussi laisser de la liberté de délibération. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il n'y a pas des choix politiques. Mais notre démocratie, elle ne sera capable de se réinventer que si on sait articuler finalement 3 dimensions. On en connaissait 2 très bien, qui étaient la démocratie représentative, on était élus, le suffrage universel, on a une légitimité pour exercer une responsabilité pendant une durée donnée. On avait la démocratie sociale qu'on a toujours du mal à reconnaître dans notre pays, c'est-à-dire le rôle de ce qu'on appelle maladroitement les corps intermédiaires, ce que je prénomme ce que j'appelle les acteurs sociaux, et donc leur capacité à porter des intérêts collectifs, à hiérarchiser leurs revendications, et donc c'est les acteurs syndicaux, associatifs, etc. Mais on ne pourra plus faire l'impasse sur une chose, c'est le besoin d'expression des salariés et de participer aux choix qui les concernent. Vous savez, nous, on a fait une enquête sur le travail il y a 2 ans qui s'appelait « Parlons travail », 210 000 répondants. L'aspiration qui revenait la plus fortement, c'était « je veux peser, avoir mon mot à dire sur les choix stratégiques de l'entreprise et avoir mon mot à dire sur la façon dont je vis et j'exerce mon travail ».
Eh bien, dans la société, c'est la même chose. Je veux avoir mon mot à dire. La seule difficulté, c'est comment on passe de l'intérêt individuel, de la vision particulière, à la question d'une construction collective. Et on est en train de vivre aujourd'hui une convention citoyenne sur le climat. Je suis allé voir comment ça se passait concrètement. Des gens qui arrivent d'horizons très différents, pas d'accord entre eux. Eh bien, si on commence par se dire, c'est quoi la réalité ? À objectiver ce qu'est la réalité, à sortir d'un certain nombre de représentations. Et en même temps, à dire, qu'est-ce qu'on veut atteindre, quel objectif on veut atteindre, eh bien, les gens commencent à se mettre en route. Et moi, je crois qu'il faut des budgets citoyens, il faut des assemblées citoyennes, mais qui ne soient pas l'ajout ou l'addition d'intérêts particuliers, mais qui se donnent, et à qui on donne comme objectif de définir un intérêt commun, un intérêt général. C'est très difficile, mais si on ne réinvente pas cette troisième dimension de la démocratie, je pense qu'on passera à côté des changements. On va une autre. Qui peut être signataire du pacte du pouvoir de vivre? Comment suivez-vous l'engagement des signataires? L'engagement des signataires, on va être franc, il est à géométrie variable selon le cœur de métier, entre guillemets, de l'association ou de l'organisation qui s'engage. Mais on a un groupe, on se voit souvent, on travaille ensemble, on fait des propositions. On n'a pas décidé d'être très présent médiatiquement tout le temps parce que on pense qu'il vaut mieux être des fois dans l'action que dans la communication. Mais si vous me dites il y a tel signataire, je sais, il a eu tel comportement, etc. Moi, je ne suis pas gardien de la morale. Hein, donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'on demande aux signataires de partager une vision. Ça ne veut pas dire d'être d'accord avec les 66 propositions. Si je devais être franc, il y a quelques-unes qui, je trouve, sont plus ou moins en phase avec ce que moi, individuellement, je ne parle pas de mon organisation, je peux porter. Mais c'est le jeu du collectif. L'intérêt, c'est la confrontation de points de vue. Voilà. Et donc, toutes les organisations qui le souhaitent, mais pas simplement nationales, peuvent signer ce pacte. Et après, les citoyens, c'est plutôt un engagement dans les actions qui sont menées, concrètes. On n'a pas souhaité en faire une pétition, etc. Parce que, d'abord, c'était au moment où on l'a montée, c'était le moment où il y avait une pétition sur le climat qui marchait bien. Donc, on n'a pas voulu couper non plus l'herbe sous le pied. Et donc, c'est plutôt en participant, en se rapprochant des organisations. Vous savez, moi, l'hiver dernier, j'ai beaucoup dit qu'il fallait passer de la colère à l'engagement. La question fondamentale, c'est l'engagement. Et l'engagement, ça se fait sur des actions très concrètes. Une dernière question avec une réponse courte. En tant que président de la Conférence européenne des syndicats, quel levier d'action voyez-vous au niveau européen pour faire avancer les idées du pacte? Quelles attentes par rapport à la nouvelle Commission? Si on y va sur l'Europe, on peut rester des heures. Non, alors on va faire une réponse courte. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est la responsabilité de madame, c'est pas la mienne si c'est court. Au niveau européen, on essaie de bâtir, la Confédération européenne de syndicats essaye de bâtir ce type d'alliance pour que la société civile se fasse entendre beaucoup plus fortement au niveau européen et se rapproche aussi des citoyens européens pour donner aussi un peu d'espoir dans l'Europe. Ce que j'attends de la Commission européenne, c'est très clairement qu'elle fasse, Madame von der Leyen a annoncé 1 000 milliards d'investissements sur la transition écologique notamment et la transition numérique. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant, mais déjà j'ai envie de dire go, allons-y. Mais ça ne se fera que si de la même manière on est capable de faire vivre le pilier européen des droits sociaux, qui implique un salaire minimum, une assurance chômage européenne, un rapprochement des politiques fiscales entre les différents pays. Donc je crois que c'est la dernière chance au niveau européen. Il aurait mieux fallu le faire il y a 10 ans, quand dans un certain nombre de pays, il y avait moins de régimes populistes. Bon, ça se fait maintenant. Il faut... soit on va vers une Europe qui s'inscrit délibérément dans un modèle de développement qui conjugue l'économie de marché, mais une économie sociale de marché avec de l'environnement et avec un modèle social, avec un modèle de protection sociale, soit on passe à côté et on n'a pas grande chance de pouvoir peser face à ce qui est en train de se mener dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. On n'a pas beaucoup de chance d'avoir un continent qui finalement, encore beaucoup des camarades que je côtoie à l'international nous envient. Donc là, il va falloir passer très clairement des mots aux actes. Il y a des engagements qui sont pris. Déjà, tenons-les et allons sans doute encore un peu plus loin. En tout cas, c'est ce pourquoi essaye de peser la Confédération européenne des syndicats.
Merci. Désolée, je suis sûre qu'il y avait encore des tas de questions, mais le temps passe. Merci Laurence Berger, je crois qu'on peut l'applaudir. Merci de nous avoir... Vous restez avec moi. Merci de nous avoir partagé votre vision et je vais demander à Johanna Roland, présidente de Nantes Métropole, de nous rejoindre pour la conclusion de cette matinée. Merci, bonjour à chacune et à chacun, mesdames et messieurs. Cher Laurent, te dire d'abord mon plaisir, notre plaisir avec les élus qui m'accompagnent, André Sobzac, Pascal Bolo, Julie Lernos, de t'accueillir ici à Nantes sur notre territoire et dire de manière tout aussi simple et directe que notre pays a besoin de voix comme la tienne, qui analyse, qui propose et pas simplement qui commente, parce que je crois que le point commun de toutes celles et ceux qui sont dans cette salle, c'est que ce sont des hommes et des femmes qui agissent et qui attendent d'abord du concret. Alors je voudrais d'abord vous remercier d'être aussi nombreux dans cette nouvelle édition de Social Change. On en échangeait à l'instant avec André Sobzac, que je veux vraiment remercier pour sa mobilisation permanente, inlassable sur ces sujets. Nous sommes 1200 cette année, alors que nous étions 600 l'année dernière. Je veux vraiment saluer celles et ceux qui sont les chevilles ouvrières de ce projet, les services de la métropole. Oui, les agents du service public, ce sont aussi des hommes et des femmes qui sont force de proposition et d'innovation. L'API, bien sûr, Planète RSE. Je vous demande si vous voulez bien de les applaudir parce qu'il en faut du travail pour arriver à un événement comme celui-là. Cher Laurent, quand la première fois tu as évoqué le travail de ce pacte et rappelé pourquoi la démarche était collective, la première chose qui a attiré mon attention, c'est ce choix clair et assumé de conjuguer l'urgence sociale et l'urgence écologique. Je crois que pour chacun ici, c'est évidemment une nécessité. Je voudrais prendre deux exemples. Aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 2 millions de travailleurs pauvres dans notre pays. On peut travailler la journée et dormir dans sa voiture la nuit. C'est une réalité aujourd'hui dans notre pays en 2019. Et je ne parle pas de celles et ceux qui sont en situation de chômage. Et là aussi, je le dis de manière assez directe, je ne crois pas que ce soit la réforme assurance chômage en cours de préparation qui va améliorer la situation. Et c'est une version avec euphémisme de ma conviction de fond sur le sujet. Le deuxième exemple, il est eu égard à l'urgence climatique. Si on prend la plus mauvaise trajectoire présentée aussi aujourd'hui par le GIEC, celle qui arrive si on ne prend pas des décisions fortes, des décisions structurelles, des décisions de changement de modèle, des décisions de changement d'échelle, alors on va être sur une augmentation à 5 degrés qui amènerait le déplacement de 187 millions de personnes. J'évoque ces deux sujets pour dire à quel point la réalité de la France, de l'Europe et du monde fait la démonstration implacable que urgence sociale et urgence écologique sont liées. Alors, quand on lit avec attention ce pacte, on a d'abord le plaisir de voir de la convergence sur les sujets. Et je voudrais peut-être prendre 3 points concrets qui sont dans le pacte. Le premier, il concerne l'alimentation. Je crois que c'est un sujet majeur pour demain. Et sur la métropole, nous avons mis en mouvement 450 acteurs qui ont travaillé sur ce qu'on appelle un projet alimentaire de territoire. Je ne le détaille pas là, mais quand on parle de changement de modèle et de changement d'échelle, c'est un levier majeur. Deuxième élément du pacte, vous vous prononcez sur le droit d'asile européen. Je parle de la question des migrants. Je partage cette conviction de la nécessité de penser ce sujet à l'échelle européenne. Mais en attendant que ce soit fait, ce sont les territoires qui sont en première ligne. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque vous savez sans doute qu'avec mon équipe, j'ai fait le choix, à l'automne, il y a maintenant 1 an, de mettre à l'abri 700 personnes demandeurs d'asile, parce que, je dois le dire, l'État ne faisait pas son job sur ce sujet. Alors on doit penser les 2 échelles, les 3, le local, le national et l'européen. Et puis le dernier point du pacte que je voudrais souligner, c'est celui sur les mobilités. Il est important et quand nous avons fait le tour de l'espace tout à l'heure, il y avait ce stand dédié notamment au sujet d'écologie et avec en première ligne les questions de mobilité. Et je le sais, pour les entrepreneurs présents dans la salle, pour les salariés, pour les chefs d'entreprise, c'est un sujet absolument crucial.
sur lequel on ne doit jamais s'endormir sur nos acquis, et c'est vrai que sur ce territoire, les acquis sont nombreux. Quand ici nous faisons le choix, non seulement de continuer à développer fortement les transports en commun, mais aussi d'être force de proposition concrète sur le covoiturage, on le fait justement pour refuser l'opposition entre la fin du monde et la fin du mois. Je ne vois pas au nom de quoi on dirait aux gens « choisissez entre l'économie, le social et l'écologie ». C'est évidemment la conjugaison des trois que nous faisons. Et la dernière innovation de la métropole sur ce sujet, nous l'avons dévoilée la semaine dernière, c'est de proposer une logique extrêmement ambitieuse de covoiturage, en pensant à la fois les infrastructures, demain des voies dédiées totalement au covoiturage, mais parce que notre sujet c'est d'inventer la société de demain, en pensant les usages également. Et au titre des usages, demain, un covoitureur peut être indemnisé par la CEMITAN, parce qu'on considère que quelqu'un qui est volontaire pour covoiturer, eh bien, il fait œuvre positive pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la cité. Et puis, eh bien, quand on parle de pouvoir d'achat, là aussi, pour dire les choses de manière assez simple, ça peut permettre à vos salariés, dans vos entreprises, d'aller jusqu'à économiser quasiment un plein par mois. J'évoque ce sujet parce que Nantes a été précurseur et vous, entrepreneurs, entrepreneuses, vous avez été précurseurs pour signer avec nous les premiers plans de mobilité sur les transports en commun. Eh bien, nous vous proposons aujourd'hui une nouvelle étape. Je vous invite vraiment à la regarder avec grande attention. Alors c'est vrai, on est sur un territoire où on a la chance d'avoir des hommes et des femmes, des entrepreneurs engagés, qui réfléchissent à cette question du sens, qui sont prêts à bouger un certain nombre de pratiques. Et quand on voit le niveau d'acculturation aujourd'hui au sujet de responsabilité sociale et environnementale, on voit qu'on a de l'avance. Franchement, nous avons de l'avance. Pour autant, qu'est-ce qu'on met en mouvement pour ne pas perdre cette avance ? Qu'est-ce qu'on met en mouvement pour tout le temps penser l'étape d'après ? Eh bien, pour nous, ça passe par plusieurs sujets. D'abord, le passage au concret, l'accélération du concret sur bon nombre de questions, la diversité des acteurs et de la taille des acteurs qui sont ici autour de la démarche, et puis porter ces sujets à l'échelle européenne. J'en dis un mot, parce que pour nous, c'est une question très importante. Vous savez que Nantes a présidé pendant 2 ans le réseau Eurocities, qui était le réseau des 130 métropoles européennes. C'est un sujet que nous avons amené à Eurocities. André Sobzak vient d'être nommé expert au titre de la RSE auprès de la Commission européenne. Cela nous permet là aussi d'essayer de renforcer les effets leviers parce qu'il y a encore des lignes à bouger et de manière très claire. Alors notre engagement sur la RSE au titre de la collectivité, au titre de la métropole, il est double. Comment contribuer avec vous à l'accélération de ces sujets en posant des enjeux précis. Tu évoquais tout à l'heure les questions de mobilité. Moi, je crois qu'autour des enjeux du télétravail que nous sommes en train de développer, il y a là vraiment des choses à jouer. Et puis, il y a aussi l'exemplarité interne de la collectivité. C'est notamment toutes les démarches que nous avons lancées de labellisation autour des enjeux d'égalité, notamment d'égalité hommes-femmes, de diversité et de mixité. J'en profite, cher Laurent, pour t'inviter à découvrir à l'occasion le Centre pour les violences faites aux femmes que nous allons ouvrir le 25 novembre. L'approche, pour nous, elle est toujours globale. L'égalité homme-femme, c'est à l'intérieur de nos organisations, mais c'est aussi à l'extérieur, en prenant toutes nos responsabilités sur tous les sujets, y compris les plus difficiles. Pour finir, peut-être simplement partager avec vous que ma conviction profonde, c'est que la RSE va continuer à évoluer, va continuer à se transformer dans les années qui viennent. Une étude récente montre qu'aujourd'hui, 33% des Français savent ce qu'est la RSE. Ça veut dire que les choses avancent. Et dans le même temps, on voit bien qu'il y a un changement d'approche qui est en train de se jouer. Il y a quelques années, on parlait encore beaucoup de la limitation des effets, notamment sociaux et environnementaux négatifs. Aujourd'hui, on pointe, on valorise les impacts positifs. Ce n'est pas du tout la même approche, ce n'est pas du tout le même état d'esprit. Et puis, il y a des questions qui sont devant nous, j'en cite 2. Les mutations du travail. Quand on dit à nos jeunesses que 70% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui, eh bien forcément, on voit qu'on a d'autres approches à inventer, d'autres démarches à mettre en œuvre. Et puis, quand on commence à réfléchir aux enjeux de convergence entre la transition numérique et la transition écologique, on voit qu'il y a là aussi beaucoup de travail parce que la transition numérique est évidemment au cœur de nos vies et pour autant, quand on mesure concrètement son empreinte carbone, on ne peut pas faire l'économie de se poser un certain nombre de questions. Pour tout cela, moi j'ai une conviction profonde,
la nécessité de travailler collectivement, pas forcément d'être d'accord sur tout le temps, mais de poser les sujets, de poser les actions, de toujours réfléchir à la bonne échelle de réponse. Parfois, la bonne échelle, c'est celle de l'entreprise. Parfois, la bonne échelle, c'est celle des réseaux. Et je voudrais saluer tous les réseaux au pluriel qui sont dans cette salle. On a besoin de votre capacité d'analyse, d'expérience, d'interpellation, votre exigence aussi. Parfois, la bonne échelle, c'est la métropole. Parfois, la bonne échelle, c'est ce que moi j'ai appelé l'alliance des territoires. Comment, quand on veut vraiment être offensif sur la transition écologique, on ne peut plus penser les métropoles de manière autocentrée. Parce qu'autant ici, on est en avance sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la métropole, autant on doit penser ce qu'on appelle parfois nos externalités. Rien que le mot est révélateur. Dire externalité, c'est penser à partir du point de vue de la métropole. Alors que si on veut avancer sur la mobilité ou sur l'alimentation, pour reprendre ces deux exemples, et avancer avec vous, avancer avec les entrepreneurs, on doit penser demain les interactions positives entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Et puis pour finir sur les échelles de territoire, il y a évidemment l'échelle nationale. Je crois, mon cher Laurent, que notre pays reste quand même avec une tradition encore assez jacobine, assez centralisatrice. Et moi, je crois que l'avenir de notre pays s'écrit aussi dans nos territoires et peut-être sur certains sujets, d'abord dans nos territoires. Et quand je vois ici la qualité du dialogue social territorial, sa capacité d'innovation, sa capacité d'imagination et le niveau d'implication des entrepreneurs et des entrepreneuses de ce territoire, vraiment, je me dis que les logiques bottom-up ont des beaux jours devant eux. Merci à vous, merci de votre mobilisation. Bravo à tous pour l'action au quotidien et continuons. Merci Johanna Roland, merci Laurent Berger d'avoir apporté votre éclairage ce matin. Et je le rappelle, la journée se poursuit avec encore pas mal de contenu cet après-midi. Le programme, vous pouvez le retrouver en ligne sur la plateforme RSE de Nantes Métropole. Vous avez tous les détails ou vous les retrouvez sur la mezzanine.